Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous accueillir pour la suite de nos débats consacrés aux élections législatives. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le département du Morbihan. On a choisi deux circonscriptions au profil un peu différent. L'une est plutôt tournée vers la mer, l'autre est plutôt tournée vers les terres. Dans une demi-heure, on parlera de Lorient, mais avant cela, coup de projecteur sur la 4e circonscription du Morbihan, la circonscription de Questembert-Plouermel. Voilà, merci de nous retrouver. Je vous présente tout de suite les 5 candidats qui vont débattre avec nous pendant une demi-heure. Tout d'abord, Paul Molac. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le député sortant. Il y a 5 ans, vous avez débuté votre mandat au sein de la majorité présidentielle que vous avez quitté. Vous êtes désormais rattaché au groupe parlementaire Liberté et Territoire. Rosanne Guégan, vous avez été investie par la majorité présidentielle. Vous êtes donc la candidate Ensemble. En face de vous, Léa Le Fléchère, adhérente au Parti communiste et candidate de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Florent de Kersauzon, merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat investi par le Rassemblement national. Et puis enfin, Isabelle De Cuyper, candidate du mouvement souverainiste Debout la France. Et on n'oublie pas de citer également les autres candidats engagés pour ces élections législatives dans la 4e circonscription du Morbihan. Ils sont 8 candidats. Vous voyez actuellement apparaître à l'écran leurs noms. Ils se présenteront également devant les électeurs le 12 juin prochain. Allez, dans quelques instants, on va lancer l'émission, on va lancer le débat. Avant cela, rapide portrait de votre territoire, ici à Plouermel, avec un secteur agroalimentaire très présent. Les questions du pouvoir d'achat et des retraites, liées aussi à la pénibilité du travail, sont évidemment au cœur de cette campagne des législatives. La 4e circonscription du Morbihan regroupe 88 communes sur 2300 km². Elle s'étend de Josselin à Rochefort-en-Terre en passant par Plouermel, Malétroit et la Diaceilly. C'est la plus peuplée du département avec 140 398 habitants. Ici, les usines de l'agroalimentaire font partie du paysage et de l'histoire de la circonscription. Comme lors de la crise de 2013 et 2014 à Josselin, qui a mené à la fermeture des abattoirs GAD. Transformation de la viande, plats préparés. L'agroalimentaire est toujours aujourd'hui le premier employeur du territoire. Une personne sur 4 travaille dans le secteur industriel. Le quotidien de Gabrielle Chérel, c'est justement la transformation de viande porcine. Chaque jour, pour se rendre dans son entreprise, elle parcourt 50 km aller-retour. Ça me fait à peu près maintenant par mois quasiment 4 pleins. Alors qu'avant, j'en avais 2. Et ça devient un peu compliqué. On pourrait se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas choisir entre aller au travail ou ne plus y aller pour éviter d'avoir un trop gros trou dans son budget, quoi. Après 28 ans de carrière, Gabrielle est payée environ 1 700 € par mois. Un peu plus que la moyenne des salaires de la circonscription. Mais aujourd'hui, le pouvoir d'achat ne suit plus. Et moi, le poisson, ça fait déjà quelques mois que j'en mange plus, quoi. Parce que le poisson, c'est même plus possible, c'est trop cher. Les employeurs font un petit peu d'efforts, mais bon, c'est pas ça qui va nous aider à sortir la tête de l'eau, quoi. Aujourd'hui, le secteur de l'agroalimentaire peine à recruter. Sur le bassin d'emploi, près de 400 postes sont à pourvoir. Les intérimaires sont nombreux, les jeunes ne restent pas. La charge de travail se reporte ainsi sur les plus anciens. À ce rythme pour eux, impossible de repousser l'âge de départ à la retraite. Les gens, déjà à 55 ans, ont parfois beaucoup de maux, des maladies professionnelles notamment, dues justement aux gestes répétitifs. Et 65 ans, c'est pas envisageable. Entre pouvoir d'achat et conditions de travail, nombreux sont les salariés de l'agroalimentaire qui ont aujourd'hui le sentiment de survivre plutôt que de vivre. Dans l'agroalimentaire, partir à 65 ans, c'est pas possible. Il faut vraiment faire quelque chose. Et j'en appelle à vos pouvoirs pour pouvoir justement faire en sorte qu'on reste à 62 ans. Par la suite, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, là aussi, il y a vraiment un progrès à faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement peut-être revoir à la hausse les salaires des salariés de l'agroalimentaire ?
Voilà, survivre quand le pouvoir d'achat est en berne. Cet habitant de Ploërmel vous interpelle tous et toutes. Il y a urgence aujourd'hui. Est-ce qu'il faut agir directement sur les bulletins de paie? Léa Le Fléchère, la NUPES propose le SMIC à 1 500 €. C'est une mesure qui doit être immédiate selon vous? Oui, tout à fait, comme elle l'a très bien dit dans son reportage, les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire sont très mal payés et justement finissent souvent avec des maladies bien avant la retraite. C'est pourquoi, avec la NUPES, nous, on veut mettre la retraite à 60 ans, surtout pour les travaux pénibles comme ceux-ci. Travailler à la chaîne, c'est pas une vie. Et justement... Mais un SMIC à 1 500 €, est-ce que économiquement c'est viable? Parce qu'on entend beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui disent attention à nos trésoreries. Ce sera compliqué. Non, pour moi, c'est pas compliqué parce que justement, la France est un très grand pays économique et le SMIC à 1 500 €, je pense que c'est tout à fait faisable, oui. Plan de Kersozon, cité dans le programme de Marine Le Pen, augmenter les salaires de 10%. C'est toujours une mesure qui doit être appliquée. On a fait des propositions pour le pouvoir d'achat qui étaient assez structurées, où il y avait la baisse de la TICP, la baisse de la TVA sur les carburants, la suppression de la TVA sur 100 produits de première nécessité. Mais sur le bulletin de paie, est-ce qu'on peut agir? Voilà, et ça c'était... et aussi, évidemment, l'absence d'augmentation de charges pour d'augmentation de salaire jusqu'à 3 fois le SMIC d'un niveau de 10%. Nous, on pense qu'il y a un effort à faire sur le pouvoir d'achat. D'ailleurs, il semblerait que le gouvernement Macron s'en préoccupe ces temps-ci. Il y a déjà une loi en préparation, semble-t-il, sur le pouvoir d'achat. C'est une des priorités de la Première ministre Elisabeth Borne, de porter dès le lendemain des législatives un pack pouvoir d'achat qui va comprendre notamment des mesures en faveur des Français pour faire face aux dépenses contraintes, mais également il y aura certainement des mesures en faveur de la rémunération des Français. Concrètement, ça veut dire ça pourrait porter sur quoi? Et concrètement, ça pourrait par exemple porter sur la prime Macron qui actuellement est de 2 000 € et qui pourrait être triplée et surtout pérennisée. Et cette prime Macron-là est sans cotisation et sans impôt. Il faut comprendre que dans cette circo, 86% des gens vont au boulot en bagnole. Hein, donc, on va en parler après de... Oui, on va parler de ça, l'électromobilité. L'annonce du président du Travail pour cette indexation sur les retraites, selon l'inflation, ne date pas de là. En fait, M. Dupont-Aignan l'avait déjà évoqué et proposé. Paul Molac, la prime Macron, vous votez pour? Vous avez voté pour? Oui, mais ce n'est pas la meilleure solution. Parce qu'on voit bien déjà que la prime Macron, la moyenne, c'est 500 €. Ouais. Et ça ne touche finalement que les salariés qui sont déjà, la plupart du temps, les mieux protégés. C'est-à-dire ceux des grandes entreprises. Et ceux des petites entreprises, ils n'ont rien. Donc là, on est sur une augmentation qui est durable, à la fois de l'énergie, à la fois des matières premières. Donc on répond à une augmentation durable par des choses qui sont durables, c'est-à-dire tout simplement une augmentation des salaires. Et on commence par le SMIC. À quel niveau? Je ne sais pas s'il faut 1 500 pour Marine Le Pen. Mais là déjà le SMIC... je crois, pour Nicolas. Alors, attendez, le SMIC est déjà à 1 300 € aujourd'hui, 1 299 exactement. Donc on voit bien que de toute façon ce n'est pas suffisant. Alors le gouvernement peut le faire quand il veut, puisque c'est lui qui a la main et il peut l'augmenter et il peut augmenter plus que l'inflation. Donc ce n'est pas un problème. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Dernièrement, il y a une revalorisation du SMIC. Après, l'idée, c'est que le gouvernement ne peut pas appuyer sur un bouton pour augmenter les salaires, puisque derrière, ça va contraindre soit les entreprises mais qui était ou soit les artisans. Déjà vue par rapport à l'inflation. Donc le gouvernement peut très bien augmenter davantage. Or, on voit bien aujourd'hui, avec le logement, entre autres, que les salaires sont trop bas. Donc, il faut effectivement les augmenter. Et si on augmente le SMIC, mécaniquement, on augmente toute la chaîne ensuite. Alors, on va parler des dépenses contraintes, justement, qui font partie aussi du quotidien de nos concitoyens et concitoyennes. Le coût de l'alimentation pourrait flamber en 2022 de plus de 200 € par personne. Hein. C'est des chiffres d'Alliance Trade, une étude publiée mardi dernier. Qu'est-ce qu'on fait alors on fait des chèques, un peu ce que fait le gouvernement, chèque énergie, chèque alimentation, ou on va plus loin et on baisse par exemple la TVA. On baisse les prix du carburant par exemple. Tout le monde, cette circonscription, 86% des gens, je le répète, vont au travail en voiture. Ce qui est, pour la moyenne nationale, c'est 70, et le reste du département, c'est de l'ordre de 80. Vous voyez? Donc il y a un vrai budget essence pour les gens, sur lequel il faut faire un effort, et il faut faire un effort maintenant. Effectivement, on est dépendant de la voiture, donc effectivement, il est plus que nécessaire de supprimer la TVA sur la taxe des carburants, mais également sur les denrées
alimentaire Alors justement, de c'est une proposition. première nécessité. C'est une proposition de la NUPES. Blocage des prix. Ah oui. Pour combien de temps? Pour tout le temps, parce que je trouve que ça très important, le blocage des prix des produits de première nécessité. L'eau, l'électricité, la nourriture, les produits d'hygiène féminin aussi, ça on l'oublie parfois, mais c'est quand même des produits de première nécessité. Il y a déjà eu un encadrement des prix, notamment Pas assez. un bouclier tarifaire au niveau des prix de l'énergie. Il y a faut déjà quand eu même quelque chose de fait et après c'est compliqué de bloquer complètement les prix. Il faut quand même savoir que pour l'instant, le gouvernement de M. Macron ne considère pas comme produits de première nécessité les produits d'hygiène. Mais justement, il faudrait considérer les produits d'hygiène féminin comme des produits de première Pas nécessité. que les Alors, on va pas faire tout le débat là-dessus. pas les produits que d'hygiène féminin, mais les produits Paul d'hygiène. Molac, blocage des En prix, c'est général. une piste intéressante à suivre. De toute façon, c'est une piste qui n'est pas durable. Donc à partir de ce moment-là, il y a une inflation, vous ne pouvez qu'augmenter les salaires de toute façon. Donc, et puis le problème, c'est que vous proposez finalement, on ne paye plus de TVA, on ne paye plus... c'est pareil, le problème de la prime Macron, c'est qu'on ne paye ni la Sécu, et ça ne compte pas pour vos retraites. Donc à un moment donné, il faut être aussi clairvoyant, il me semble, et puis être clair. À partir de ce moment-là, comment on fait pour financer les hôpitaux? Comment on fait pour financer la retraite? Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut effectivement augmenter les salaires, parce qu'à partir de ce moment-là, on a aussi des comptes publics qui, eux, peuvent se tenir. Et on n'a pas de déficit de la sécurité sociale comme on a eu depuis 2018. La politique de ces chèques est donc limitée, Rosanne Guégan? Pour moi, elle n'est pas limitée. Elle concerne surtout la population qui a le plus de difficultés financières aujourd'hui et elle est essentielle, je pense, pour cette population-là. Florent de Kersauson, baisse de la TVA, notamment pour l'essence, le fioul, le gaz, l'électricité. On passerait, selon le Rassemblement national, de 20 à 5,5%. Avec 40 centimes de moins. Avec un sacré déficit pour le budget de l'État, quand même. Oui, c'est un gros sacrifice, mais c'est un sacrifice nécessaire pour ces territoires. Moi, si vous voulez, vous vous souvenez, Paul, quand on a proposé, nous, au Conseil régional, à la fois de diminuer notre part de taxation, on a proposé un vœu sur la diminution du prix de l'essence, on a aussi d'ailleurs proposé un vœu sur les aides agricoles pour les éleveurs porcins. À chaque fois, vous avez voté contre. Et vous avez voté contre parce que, contrairement à ce que vous dites, vous êtes dans un système... Vous êtes dans un système, mon cher Paul, vous n'êtes pas libre. Et c'est d'ailleurs une expérience que nous faisons, nous aussi. Non, mais je ne vous le reproche pas. Je vous dis juste que quand on est représentant d'une circo qui est comme une circo rurale, il faut qu'on arrive à voter pour eux quand même. Alors la réponse de Paul Molac, rapidement. Je voudrais après que vous vous positionnez sur les retraites. J'ai déjà répondu à M. Florent de Kersauson. On veut des hôpitaux, on veut des transports en commun. Et vous ne voulez pas payer d'impôts. À un moment donné, il faut être clair. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et ça me paraît tout à fait clair. Donc on peut dire, on va dépenser plus et on va prendre moins d'impôts, mais c'est un peu se moquer du monde quand même. Un mot sur les retraites. On a parlé justement des retraites, notamment dans ces métiers difficiles où la pénibilité est grande. Je voudrais que chacun, en quelques secondes, vous donniez votre positionnement, où vous placez le curseur. La retraite, à quel âge ? Pour l'instant, rien n'est déterminé. Effectivement, je vois très bien où vous voulez en venir avec la réforme des retraites qui va être mise en branle dans le quinquennat à venir. Pour l'instant, rien n'est fait. Tout sera basé sur dialogue et concertation. Pas forcément 65 ans. Notamment, il faut tenir compte de la pénibilité du travail. Florent de Kersauson, la retraite à 60 ans, à 62 ans ? Écoutez, moi je pense que ça dépend beaucoup des professions. Moi j'ai à peine pris la même, mais c'est parce que j'ai mené une existence de bureaucrate. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui travaillent dans l'agroalimentaire ou les gens qui autrefois travaillaient dans les mines, il faut qu'ils prennent leur retraite plus tôt. Donc moi je trouvais que la proposition de Mme Le Pen, la retraite à 62 ans, était bien, mais bon... Isabelle Huppert et Léa Flécher, la retraite à... Je pense qu'il faut surtout tenir compte effectivement de la pénibilité de certains emplois. Et que c'est en fonction de cela qu'il faut mettre l'âge de la retraite. Mais on ne peut pas généraliser, en fait. La retraite à 60 ans pour tout le monde ? Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout à fait, pour tout le monde. Il faut prendre aussi en compte la pénibilité de l'emploi, mais aussi des annuités, c'est-à-dire du temps d'étude des personnes. Allez, il est temps d'aborder la seconde partie de ce débat. Après la question du pouvoir d'achat, autre préoccupation de nos concitoyens que vous avez sans doute constaté sur le terrain, c'est le problème de l'accès aux soins. Le Pays de Ploërmel, comme d'autres territoires du centre-Bretagne, souffre d'attractivité en matière médicale. Notre partenaire Ouest France a choisi de vous interpeller sur cette question. On écoute justement la question du directeur départemental dans le Morbihan de Ouest France, Benoît Guérin.
C'est un territoire qui souffre depuis de nombreuses années de désertification médicale. Heureusement, une solution a été trouvée via le groupement hospitalier Brocéliande Atlantique, puisque chaque semaine, des médecins vantais viennent prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Pleuhermel, au service ORL, à la maternité, dans d'autres services qui permettent à l'hôpital de fonctionner. C'est une solution, mais c'est une solution fragile qui dépend de Vannes. Quelle solution proposez-vous pour faire venir des médecins sur ce territoire ? Alors, qui veut répondre en premier ? Paul Molac. Alors, Robin, vous avez été interpellé par le collectif Santé en Pays de Pleuhermel au mois de février. Alors, sur la retraite, moi je voulais dire, puisqu'on ne m'a pas posé la vous question oublié. tout à l'heure, voilà. Je suis désolé. Je voulais simplement dire que le comité d'orientation, zappé, Paul Molac, je suis vraiment le comité d'orientation des retraites dit qu'aujourd'hui la retraite est à l'équilibre. Donc la réforme n'est absolument pas nécessaire. Donc avec la retraite que nous avons, partir à 62 ans. Je dirais juste qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent effectivement dans l'agroalimentaire, donc qui ont des troubles musculo-squelettiques, et bien souvent on les amène à 58, 59 ans. Déjà, la moitié des personnes à 59 ans ne sont plus en activité. Donc après, vous avez une longue maladie, vous arrivez à 62 ans et vous avez votre retraite complète. Si c'est 65 ans, vous n'aurez plus votre retraite complète. Allez, on passe à la santé. Les médecins, on les attire comment alors ? Incitation financière, promesse de qualité de travail ou on fait un peu de contraintes, un peu plus de contraintes pour l'installation des médecins ? En 2014, j'avais posé une question à la ministre de la Santé de l'époque et j'avais terminé en lui disant « Madame la ministre, vous avez deux solutions. Soit vous sectorisez les médecins comme les pharmaciens, comme les infirmières, comme les autres personnels de santé, soit vous faites tomber le numerus clausus. » Et donc, faire tomber le numerus clausus, ça ne veut pas dire... Parce que ça a été fait ? Non. Non ? Eh non. Le numerus clausus s'appelle numerus apertus et il a augmenté simplement le nombre de médecins de 20%. Donc ce ne sera pas suffisant, c'est très clair, avec la démographie médicale qu'on a. Donc aujourd'hui, ça s'aggrave. Vous avez les urgences de Redon où on ne peut plus avoir de médecins. Vous n'avez plus de dentistes sur la circonscription. Donc je crois qu'il est largement temps, si on ne veut pas sectoriser les médecins, de doubler le numerus clausus, tout simplement. Ronan Guégan, en novembre dernier, 40 députés ont déposé un projet de loi pour lutter contre la désertification médicale. Je crois que Paul Molac, vous étiez pour cette mesure. Il y a deux aspects dans ce projet de loi. L'obligation pour tous les nouveaux médecins thésés d'exercer dans une zone sous-dotée au moins pendant 3 ans et interdire l'installation en zone surdotée tant qu'un médecin ne partait pas à la retraite. Est-ce que vous pourriez être dans ce schéma un peu coercitif ? Je pourrais éventuellement effectivement être dans ce schéma coercitif, tout en sachant qu'il faudrait présenter à ces médecins que notre territoire est attractif et vraiment mettre en place des mesures pour fidéliser nos médecins. Est-ce que ça suffit, ça, aujourd'hui ? Est-ce que ça suffit d'offrir de bonnes conditions de travail ? Parce que voilà, ça ne se décrète pas. Effectivement, ça ne se décrète pas, mais il faut également mettre en place des maisons de service, des maisons de santé publiques pour qu'ils puissent travailler en réseau, leur offrir les meilleures conditions et également, je pense, mettre l'hôpital de Pleuhermel, reconsolider cet hôpital pour qu'il puisse y avoir Juste sur l'installation des médecins. En plus du numerus clausus, que je suis tout à fait d'accord, il y a aussi de créer une bourse. Avoir de nouveaux médecins. Il y a aussi la création d'une bourse pour les étudiants, en échange de laquelle ils s'engageraient à venir travailler pendant leurs 5 premières années dans nos campagnes. C'est aussi une des solutions apportées par Debout la France. Leurs études, non, donc on pourrait. Vous êtes pour une contrainte d'installation ? Pardon. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. J'ai 3 emplois à côté de mes études pour justement payer mes études. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc tout ce que vous venez de dire là, c'est totalement faux parce que je suis la preuve vivante devant vous. J'ai 3 salaires pour justement payer mes études. Et je ne trouve pas ça normal. Dans la circonscription, il n'y a que, je crois, 65% des gens qui ont un médecin dans leur commune. Mais que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut salarier des médecins ? Est-ce qu'il faut revenir sur la liberté d'installation ? Est-ce qu'il faut revenir sur la liberté d'installation des médecins ? Je pense en tout cas qu'il faut trouver des incitations à l'installation. Il faut travailler en collaboration avec les communes. Non, mais c'est une philosophie différente. Aujourd'hui, la médecine libérale compte beaucoup sur ce droit à l'installation. Il faut mieux trouver des incitations, à mon sens. Incitations à ce que les gens s'installent dans des zones où il y a un déficit de médecins manifeste. Léa Leféchère, vous n'avez pas précisé votre proposition sur l'installation des médecins. On les contraint aujourd'hui à s'installer dans des zones sous-dotées ? Oui, tout à fait. Maintenant, je pense que dans notre circonscription, qui est quand même assez rurale, je pense qu'il faudrait renforcer comme vous avez dit, il faut renforcer les structures médico-sociales.
Et justement, il faut mettre fin aux déserts médicaux. Il faut attirer les gens, que ce soit avec la hausse des salaires, et justement attirer aussi les jeunes dans cette circonscription qui est vraiment très rurale et assez vieillissante. Est-ce qu'il faut... Avec Debout la France, nous proposons quand même de rouvrir un établissement de santé par département, ce qui n'est quand même pas négligeable quand on voit effectivement ce désert médical. Un établissement, qu'est-ce que vous voulez dire? Un hôpital, une maternité, parce que quand on pense aujourd'hui, ne fût-ce qu'à l'hôpital de Ploërmel, nombreux lits en maternité ont été fermés. Il n'y a plus de services en cardiologie. Avant, il y avait 2 services en chirurgie, il n'y en a plus qu'un. Donc, quand on voit tout ça, c'est inquiétant. Pour vous, Ploërmel, ils vont le fermer un jour? Paul Molac, Le problème des incitations, le problème des maisons de santé qui sont faites par les collectivités locales, c'est que de toute façon, il n'y a pas assez de médecins. Donc, si on ne fait pas sauter le numerus clausus, le problème sera le même dans 10 ans. Hein. Exactement. Mais en attendant, il faut quand même trouver une solution, parce que là, les médecins qui vont commencer leur étude ne seront présents sur le terrain professionnel que dans 10 ans. Donc, en l'espace de 10 ans, il va quand même falloir trouver des mesures pour attirer les médecins dans nos territoires ruraux. C'est pas, je dis simplement, la première question que j'avais posée, où je posais le problème véritablement, c'était en 2014. Ça fait 8 ans. Je remarque simplement que les problèmes des milieux ruraux ne sont pas pris en compte suffisamment par nos dirigeants qui sont à la tête des ARS et à la tête du ministère de la Santé. C'est bien là le rôle des députés quand même, de faire remonter justement les enjeux ce du que j'ai territoire. fait. Et justement, on voit bien que ça ne suffit pas, parce qu'il faut en fait avoir un mouvement global avec les élus locaux et avec les citoyens. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à faire bouger en fait j'allais dire le ministère de la Santé, qui pour l'instant ne veut toujours pas entendre ce que nous avons à lui dire. Il y a quand même eu la loi santé de 2015 qui visait quand même à faire une économie de 3 milliards, ce qui a engendré la suppression de 22 000 emplois. La proposition d'Emmanuel Macron, il l'a mis sur la table pour la présidentielle, de mettre en place un système de référence, c'est-à-dire que des infirmiers, des pharmaciens pourraient prendre à leur charge certains actes faits par les médecins. Est-ce que c'est une piste intéressante? C'est ce qui a été également proposé, et notamment également mettre en place des assistants médicaux, ce qui libérerait du temps pour les médecins, effectivement. C'est un moyen. Que pensez-vous de cette mesure? Le pharmacien, c'est un vendeur de potions, et de plus en plus de crèmes de beauté. Donc moi, je veux bien, mais un médecin, c'est un médecin. Donc il en faut plus et il faut trouver les moyens de les attirer. Actes, on va dire, entre guillemets, simples, on ne peut pas soulager aussi la médecine. S'il s'agit de délivrer d'une aspirine, ça va, mais je veux dire, on est capable de se faire l'ordonnance nous-mêmes. Mais pour le reste, je pense qu'il faut des médecins. Dans les pharmaciens, justement, et les infirmiers pour pouvoir faire ce genre d'actes de médecine simplifiée. On a parlé tout à l'heure de l'avenir de l'hôpital de Ploërmel. Justement, un mot sur le plan Ségur. 90 millions d'euros sont prévus sur 10 ans pour rééquiper, pour rénover l'hôpital de Ploërmel. Il faut aller plus loin encore que le plan Ségur. Il faut un quoi qu'il en coûte pour le secteur hospitalier. Oui. Alors, Rosane Guégan ? Oui, je pense qu'il faut un quoi qu'il en coûte, notamment pour l'hôpital de Ploërmel. Il tient toute sa place dans le maillage territorial entre Rennes et Vannes. Il est impératif, il est crucial que l'hôpital de Ploërmel garde sa place. Donc il faut absolument le doter plus. Il n'y a pas que... Oui, il n'y a pas que le nombre de médecins, il y a aussi quand même l'accessibilité de médecins avec la distance. Et donc, évidemment, on ne peut pas imaginer, par exemple, à terme, que l'hôpital de Ploërmel se resserre pour finalement disparaître, qui voudrait dire que les gens du nord de la Circo auraient 1 heure de voiture à faire pour se faire soigner quand même. Léa Le Flécher ? Sur l'hôpital de Ploërmel, le plan Ségur suffisant, avec rémunération en augmentation, réarmement, on va dire, des équipements hospitaliers. Il faut aller encore plus loin, et à quel niveau ? Il en faut plus, bien sûr, il en faut plus. Les hôpitaux, c'est vraiment... 90 millions d'euros d'investissement sur 10 ans, est-ce que ça vous paraît suffisant ? Oui, certes, mais sur 10 ans, c'est très peu. Il faut aller sur le long terme. Il faut vraiment penser sur le long terme, parce qu'on n'a pas envie que la santé soit juste un porte-monnaie. Il faut vraiment viser le long terme, et parce que dans 10 ans, c'est demain. Il faut viser dans 50 ans. Paul Molac ? Tout simplement, il faut arrêter de faire des déficits de la sécurité sociale. Je veux dire, j'ai refusé à partir de 2018 de voter le projet de loi de finances de sécurité sociale parce que justement, la sécurité sociale était en déficit. Donc, par ricochet, on ne donne pas suffisamment d'argent aux hôpitaux qui sont tous en déficit, quasiment. Il faut supprimer la tarification à l'activité ?
Oui, je pense, bien sûr. Et parce que ça a favorisé en fait les cliniques qui se sont mises sur un type d'opération. Mais tous ceux qui sont obligés de prendre des malades, eh bien, ne peuvent pas en fait, ils n'arrivent pas en fait à avoir suffisamment d'argent. Donc tout simplement, il faut tenir les comptes publics, tout simplement. Florent de Kersauson, pour conclure. Non. Pas d'autre chose sur l'hôpital de Ploërmel? Non, mais je crois qu'il n'y a rien à rajouter là-dessus. On a fait le tour du sujet. Il y a aussi une chose que Debout la France propose, c'est aussi de faire la chasse à la fraude à la carte vitale. Allez, on arrive à la dernière partie de ce débat. Vous allez avoir une dernière fois la parole avec une question toute simple. Quel dossier, quelle loi vous souhaiteriez porter personnellement à l'Assemblée nationale? Vous avez chacun ou chacune 30 secondes pour nous le dire. On commence avec vous, Paul Molac. Alors, votre priorité pour le prochain mandat, si vous êtes élu? Forcément une loi sur le logement. Parce que, en particulier, la possibilité de construire en campagne, et puis de pouvoir adapter quelque chose qui est le zéro artificialisation nette et qui va nous embêter considérablement en Bretagne, parce qu'on est une région très attractive, il y a plein de gens qui viennent chez nous, et on devrait avoir de moins en moins de terrain à bâtir. Donc ça, c'est pas possible, c'est une bombe à retardement. Si jamais les gens qui sont chez nous, qui sont payés, vous l'avez dit, pas cher, entre 1 400, 1 500, 1 600 euros, ne trouvent plus à se loger, c'est une catastrophe sociale et une catastrophe économique derrière. Rosane Guégan, votre priorité pour votre mandat si vous êtes élu? Moi, la priorité pour le mandat, si je suis élue, sera notamment la santé, avec autour de 2 axes, autour de la désertification médicale pour notre circonscription, mais aussi au niveau de l'ensemble du territoire national, et autrement l'axe sur l'autonomie pour chacun, notamment l'accompagnement de nos aînés avec la problématique du maintien à domicile, de l'EHPAD, et trouver des solutions à l'alternative EHPAD-domicile. Il y a vraiment quelque chose à avancer en la matière. Merci beaucoup. Léa Le Fléchère, votre dossier, votre loi que vous souhaiteriez porter personnellement en priorité si vous êtes élu en juin prochain à l'Assemblée nationale. Donc moi, députée, le premier dossier que je porterai en priorité à l'Assemblée nationale serait en ce qui concerne la précarité étudiante. Il n'y a pas assez d'étudiants dans cette circonscription puisqu'ils s'en vont dans des circonscriptions où il y a des universités, où il y a plus d'argent. Et justement, il faudrait les remettre ici, remettre des universités et des IUT, etc. pour justement les attirer de plus en plus vers le fait de rester ici. Merci. Pile sur le gong. Florent de Kersauson, votre priorité? Je défendrai notre loi sur le pouvoir d'achat, que déjà j'expliquais tout à l'heure, avec la suppression de la TVA sur les carburants, la baisse de la TICP, la suppression de la TVA sur les 100 produits de première nécessité, et de la même façon, la possibilité d'augmenter les salaires de 10% dans la limite de 3 fois le SMIC sans payer d'augmentation de charges sociales. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Merci. On termine avec vous, Isabelle Decupert. Donc, votre profession de foi pour votre prochain mandat, si vous êtes élu en juin prochain à l'Assemblée. Alors, le dossier en priorité que j'aimerais apporter à l'Assemblée nationale, ce serait aussi sur le pouvoir d'achat, parce que, comme on l'a bien dit tout à l'heure, notre région est principalement basée sur l'agroalimentaire avec des salaires bas. Donc effectivement, une augmentation de salaire de 8% sans toucher à l'augmentation des salaires bruts, mais également de supprimer la TVA sur les carburants, sur les aliments de première nécessité. Et Merci beaucoup Isabelle Decupert. Allez, on va présenter une dernière fois aussi également les autres candidats engagés dans votre circonscription, la circonscription de Questembert-Ploërmel. Ils sont 8. Vous voyez donc leur nom apparaître à l'écran. Ils se présenteront également devant les électeurs le 12 juin prochain. Reste avec nous, notre émission spéciale législative se poursuit avec cette fois-ci un débat consacré à la circonscription de Lorient. Tout de suite un petit jingle et on se retrouve après.